Un routier seul voit une jeune femme enceinte prise dans des barbelés. Alors il fait ceci. Commentez en disant ce que vous avez pensé de cette histoire, en lui donnant une note de 0 à 10, et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Je veux vraiment savoir si mon histoire vous a plu et mieux vous connaître. Alors abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, je compte sur votre aide. Il y a des nuits où la route ne ressemble pas à une route, elle ressemble à autre chose, un passage entre des lieux qui n'ont pas de nom sur la carte, un long couloir où le vent s'engouffre de partout et où l'obscurité est si dense que les phares du camion semblent se battre contre elle, pas l'éclairer. C'était comme ça, cette nuit de mai, sur l'autoroute A75. Je connais cette autoroute comme les lignes de ma propre main. 30 ans de route, ça vous apprend ces choses-là. Chaque virage, chaque tronçon qui s'affaisse après la pluie, chaque nid de poule que l'État promet de reboucher et ne rebouche jamais. L'A75, entre Clermont-Ferrand et la sortie vers Millau, c'est ce genre d'autoroute qui semble vivante la nuit. Le vent descend du massif central et frappe le flanc du camion avec une force qui fait trembler le rétroviseur. Les causses de chaque côté disparaissent dans le noir, et il ne reste que ce couloir d'asphalte et de garrigue, et un silence qui n'est pas tout à fait un silence, parce qu'il y a toujours le ronronnement du moteur et le sifflement des pneus, et de temps en temps le cri d'une bête que vous n'identifierez jamais. Je roulais depuis 3 heures de l'après-midi. Je transportais des céréales depuis la Limagne en direction de Montpellier, délai serré comme toujours. 54 ans, 3 décennies sur la route et les délais toujours serrés. Ça ne change jamais. Je m'appelle Henri Dubois. Et cette nuit-là, j'étais plus seul que je ne l'avais jamais été, ce qui est beaucoup dire pour un homme qui a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans une cabine de camion. La solitude du routier est différente de toutes les autres. On est entouré par le monde, par la route, par des villes qu'on traverse sans s'arrêter. Mais à l'intérieur de la cabine, il y a vous, le moteur et vos propres pensées, et si les pensées ne sont pas de bonne compagnie, on passe un sale quart d'heure. Les miennes ne l'étaient pas, cette nuit-là. Ça faisait 6 ans que ma fille Inès ne répondait plus à mes appels. 6 ans. Elle avait 22 ans quand elle a cessé de me parler, et je ressassais ça pendant que les kilomètres défilaient, sans parvenir à me souvenir de la dernière fois que j'avais vu son visage de près. J'avais perdu mon mariage avec Martine, à cause de mon absence. J'étais de plus en plus souvent parti, j'envoyais de l'argent, en croyant que l'argent remplaçait la présence. Quand je suis rentré, la maison était intacte et vide de moi, d'une manière qu'aucun argent ne pouvait réparer. Martine a dit, « Henri, tu n'as jamais été là, même quand tu étais là. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai pris mon sac et je suis retourné dans mon camion. Inès a été celle qui a payé le plus lourd tribut. Elle a grandi avec un père de week-end, puis un père de temps en temps. Quand elle a eu 22 ans, elle a coupé les ponts avec un message court que j'ai lu 3 fois et auquel je n'ai pas su répondre. J'ai rangé mon portable. J'ai continué à rouler. 6 ans. Et je continuais à rouler. La température cette nuit-là tournait autour de 13 degrés, ce qui, pour les plateaux de l'Aveyron en mai, est un froid de canard. Le vent sec coupe comme un rasoir. J'avais mis le chauffage au minimum. Le café de la dernière heure de repos était déjà froid dans mon thermos. Et la radio passait une vieille rengaine de variété française que ça ne me dérangeait pas d'écouter, juste pour avoir un bruit humain qui ne soit pas mes propres pensées. C'est là que je l'ai vu. D'abord, j'ai cru que c'était un animal. Une bête assez grosse près de la bande d'arrêt d'urgence, cette forme sombre et courbée que les phares attrapent de loin et qui peut être n'importe quoi avant qu'on ne s'approche. J'ai ralenti par réflexe, parce que j'ai appris très tôt qu'un animal sur la chaussée, ça peut tuer, mais en me rapprochant, cette forme avait des vêtements, des cheveux, des bras. J'ai freiné doucement. Avec précaution, comme si le moindre bruit brusque allait briser quelque chose que je ne savais pas encore nommer. C'était une jeune femme, très jeune, recroquevillée au bord de la clôture de fil de fer barbelé d'une ferme, son blouson, un sweat à capuche gris foncé déchiré, accroché au barbelé par un morceau de tissu enroulé dans les picots. Elle n'arrivait pas à se libérer, ou elle n'essayait plus.
C'est son ventre qui m'a figé une seconde dans la cabine avant que j'ouvre la portière. Rond, proéminent, cette forme inimitable de grossesse avancée qu'on ne peut dissimuler ni avec un sweat informe, ni en étant courbée. Elle était enceinte. Enceinte et seule au bord de l'A75 à 2h20 du matin par 13 degrés et un vent glacial. Je suis descendu du camion. Les gens qui me connaissent confondent mon expression avec de l'indifférence. Ils l'ont toujours fait. J'ai une façon fermée de regarder le monde, non pas parce que je ne ressens rien, mais parce que j'ai appris tôt que montrer ce que je ressentais n'était pas souvent prudent. Et cet apprentissage s'est ancré dans ma chair jusqu'à devenir une habitude. Mais cette nuit-là, alors que je marchais vers cette femme, les mains dans les poches de mon gilet et le vent me fouettant le visage, je ressentais des choses. Je sentais mon estomac se nouer, je sentais mes pas lourds sur le gravier de la bande d'arrêt d'urgence. Je sentais un froid différent de celui du chauffage de la cabine. Elle m'a regardé, elle n'a pas crié, elle n'a pas demandé d'aide. Elle n'a pas essayé de fuir, ce qui aurait été impossible de toute façon. Elle m'a juste regardé, avec ces yeux que je n'ai compris que bien plus tard. Des yeux secs de quelqu'un qui a déjà pleuré tout ce qu'il avait à pleurer et qui est maintenant de l'autre côté des larmes, là où il n'y a plus de pleurs, mais où il n'y a plus de peur non plus, parce que la peur exige une énergie qui est épuisée. « Je suis coincé », a-t-elle dit, voix rauque, presque un souffle. « J'ai vu », ai-je répondu. Je me suis agenouillé sur le gravier et j'ai regardé le fil de fer. Le tissu était enroulé autour de 2 picots, solidement coincés. Mes mains tremblaient, mais pas à cause du froid. J'ai travaillé lentement pour ne pas déchirer davantage son sweat, ni érafler ses bras plus qu'ils ne l'étaient déjà. J'ai vu les égratignures en m'affairant, longues, déjà couvertes de sang séché, certaines plus récentes, avec du sang encore humide et sombre sur sa peau pâle. Depuis combien de temps était-elle là? Je n'ai pas demandé. Ce n'était pas le moment. Quand le tissu s'est enfin libéré, elle n'a pas bougé pendant un instant. Elle est restée à regarder son bras libre, comme si elle n'y croyait pas. Puis je l'ai vue cligner des yeux très lentement, ses épaules se sont affaissées, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a commencé à glisser le long de la clôture avec une légèreté pesante qui n'a aucun sens, mais qui est la seule façon que je trouve pour le décrire. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Le poids d'une femme enceinte de 8 mois est différent de ce qu'on imagine. Je me suis agenouillé avec elle dans mes bras sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A75 et je suis resté immobile une seconde, écoutant le moteur du camion ronronner derrière moi, sentant le vent, regardant ce jeune visage évanoui et pensant que je n'avais pas de réseau, que l'aire de service la plus proche était à 40 kilomètres et que cette femme avait besoin d'aide d'une manière qui me dictait de ne faire qu'une seule chose. Je me suis relevé avec elle dans mes bras. Je l'ai portée jusqu'au camion. J'ai ouvert la portière passager avec le coude et je l'ai installée sur le siège, avec un soin excessivement méticuleux pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre soin de qui que ce soit depuis longtemps. J'ai enlevé mon gilet et je l'ai posé sur elle. J'ai fermé la portière. J'ai fait le tour. Je suis monté. J'ai remis le camion en route. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Quand la situation exige de l'action et non de l'analyse, je suis efficace. C'est le reste de la vie qui me complique les choses. Le compteur indiquait 90. La route était vide devant moi, ce couloir sombre d'asphalte, de garrigues et de vent, et je conduisais en jetant un œil au rétroviseur de temps en temps pour vérifier si elle respirait. Elle respirait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Son gros ventre rond bougeait avec. 40 kilomètres, c'est 40 kilomètres. Sur autoroute, en urgence et sans trafic, c'est moins d'une demi-heure. J'ai mis 23 minutes. À la maison médicale de garde de Millau, il y avait un médecin de service, un jeune type à l'air fatigué qui l'a prise en charge sans poser de questions inutiles, ce que je l'ai remercié en silence. Il l'a examinée là, sur un banc improvisé dans une salle d'attente, a confirmé que le bébé allait bien, qu'elle était déshydratée et en hypoglycémie, qu'elle avait besoin d'une perfusion et de repos. Quand le médecin a demandé qui l'accompagnait, elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé, elle m'a désigné du doigt. Elle n'a rien dit.
juste désignée, comme si j'étais quelqu'un de confiance, comme si elle me connaissait, comme si ce choix était une évidence. J'ai dégluti difficilement et je n'ai rien dit non plus, je suis resté. Je ne sais pas expliquer pourquoi je suis resté. Je sais qu'il y avait quelque chose dans ce geste, dans ce doigt pointé dans ma direction par une inconnue qui devait avoir peur de tout et qui m'avait quand même choisi. Quelque chose qui a pesé sur moi d'une manière inattendue. Ça a pesé sur ma poitrine. Ça a pesé avec une force qui m'a rappelé des choses que je passais le plus clair de mon temps à essayer d'oublier. Le médecin est sorti chercher la perfusion. Nous sommes restés tous les deux dans le silence bruyant de ce centre médical, avec l'odeur de gazole, de vieux cafés et de produits de nettoyage bon marché dans l'air, avec le ronronnement lointain des camions qui passaient sur l'autoroute, avec le néon qui clignotait une fois toutes les 2 minutes. Elle a dit quelque chose. D'une voix encore rauque, encore faible, presque avalée par le bruit ambiant. Est-ce que quelqu'un a appelé ma mère? Je l'ai regardée. Non. Elle a fermé les yeux. Lentement, avec cette expression qui n'était pas la paix, mais qui ressemblait à du soulagement, comme si la bonne réponse avait été non. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi. Cette nuit-là, je n'ai pas compris. Mais je suis resté à la regarder pendant un temps que je ne saurais mesurer. Cette jeune femme aux bras éraflés, au ventre proéminent et aux yeux clos, et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de ma poitrine produire un petit craquement discret. Pas un grand bruit, pas une révélation, juste un craquement, comme quand une branche sèche finit par céder sous le poids de ce qu'elle a porté trop longtemps. La perfusion s'est écoulée lentement dans son bras et je suis resté assis sur une chaise en plastique bleu à l'extérieur de la salle, à regarder le couloir de la maison médicale comme quelqu'un qui n'a nulle part où poser les yeux. Il était presque 4 heures du matin. La lumière à l'intérieur était de ce jaune fatigué des endroits qui ne ferment jamais, et l'odeur était un mélange d'alcool et de café fait depuis des heures. Une combinaison qui doit être l'odeur officielle de toutes les nuits difficiles en France. Le médecin est venu me voir au bout d'une 20aine de minutes. Elle va bien, le bébé aussi. Tension un peu basse, mais rien de grave. Elle va avoir besoin de repos. Combien de temps? Au moins 3 jours. Elle est à combien de semaines? Je ne sais pas, ai-je dit. Je ne la connais pas. Il m'a regardé avec cet air de médecin de garde qui a vu beaucoup de choses et qui n'est plus surpris par rien. Il a noté quelque chose dans son dossier et il est parti sans poser d'autres questions. Je suis resté les mains jointes entre mes genoux à regarder le carrelage blanc au sol avec ces taches grises qui ressemblaient à des cartes de nulle part. J'avais une cargaison à livrer à Montpellier, j'avais un délai, j'avais un engagement et j'avais une inconnue enceinte dans une chambre juste à côté qui m'avait désigné comme son accompagnant sans même connaître mon nom. Je suis resté. Quand elle s'est réveillée pour de bon, le soleil essayait déjà de percer à travers une fente de la fenêtre en hauteur. Je suis entré dans la salle avec le verre d'eau que l'infirmière avait laissé sur la table de chevet et je l'ai posé à côté d'elle sans rien dire. Elle m'a observé faire ça avec des yeux encore lourds de sommeil et de déshydratation. « Vous êtes resté, a-t-elle dit. « Je suis resté. »« Pourquoi ?» Je n'ai pas su répondre tout de suite. J'ai regardé la fenêtre, cette fente de lumière orange pâle, et j'ai dit la chose la plus honnête que j'ai pu trouver. Je ne sais pas trop. Elle a considéré ma réponse un instant comme si elle était acceptable. Puis elle a tendu la main droite, celle qui n'avait pas le cathéter, avec un effort lent. « Chloé, a-t-elle dit, Henri. » Sa main était petite dans la mienne, encore froide, mais ferme. « Chloé. » J'ai répété le nom dans ma tête, sans encore savoir le poids qu'il allait prendre. Elle avait 22 ans. J'ai découvert ça petit à petit ce matin-là, dans un de ces dialogues hachés de quelqu'un qui ne sait pas encore à quel point il peut faire confiance, mais qui sent le besoin de parler. Née à Millau même, elle n'en était jamais beaucoup sortie. Elle en était à 36 semaines, m'a-t-elle dit, en passant la main sur son ventre, avec un geste à la fois protecteur et effrayé, comme quelqu'un qui s'occupe de quelque chose qu'il ne sait pas encore exactement comment porter.
Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle faisait au bord de l'autoroute à cette heure de la nuit. J'attendais qu'elle y vienne à son propre rythme. Elle y est venue plus vite que je ne le pensais. J'essayais de partir, a-t-elle dit en regardant le plafond. Je n'avais nulle part où aller. Juste partir. Partir d'où? Elle est restée silencieuse un long moment. Assez longtemps pour que je pense qu'elle n'allait pas répondre. De chez ma mère, a-t-elle fini par dire, de l'accord qu'elle a conclu sans me demander mon avis. Je n'ai pas demandé de quel accord il s'agissait, pas à ce moment-là, mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, avec cette voix plate de quelqu'un qui décrit une chose encore trop douloureuse pour y mettre de l'inflexion, m'a fait comprendre que ce qu'elle portait allait bien au-delà de son ventre. Le médecin est revenu à 9 heures et a dit qu'elle pouvait rester jusqu'au lendemain, qu'ils allaient surveiller le bébé, que tout était stable. Chloé a écouté sans réagir, avec ce regard que je commençais à reconnaître, celui de quelqu'un qui a appris qu'il est plus sûr de rester calme que de réagir. « Y a-t-il quelqu'un qu'on pourrait appeler ?» a demandé le médecin. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. « Non », a-t-elle dit. Le médecin est parti. Nous nous sommes retrouvés de nouveau tous les deux dans le silence de la chambre, mais ce silence était différent de celui de la nuit. C'était un silence qui devenait familier, petit à petit, comme lorsque deux étrangers partagent une longue attente et que le malaise laisse la place à quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui n'est plus aussi oppressant. Je devais appeler le dispatcheur, l'avertir du retard. C'était le genre de chose qui coûtait de l'argent et une réputation. Mais je suis resté assis sur cette chaise en plastique bleu 1 heure de plus, puis une autre, et le portable est resté dans ma poche. En fin de matinée, Chloé s'est rendormie. Je suis sorti discrètement, j'ai appelé le dispatcheur de l'extérieur, je me suis fait passer un savon que j'ai accepté en silence, puis je suis allé au camion chercher mon sac. J'ai pris des vêtements de rechange, ma brosse à dents, l'argent liquide que j'avais dans le compartiment sous le siège. Je comptais les billets quand j'ai réalisé combien j'avais. Ce n'était pas grand-chose. Ça ne l'était jamais. Mais c'était assez pour une semaine en foyer. Je suis retourné à l'intérieur. Dans l'après-midi, l'infirmière de service est venue m'informer qu'il y avait un foyer pour jeunes mères dans le centre de Millau, conventionné avec l'hôpital. J'ai demandé combien ça coûtait. Elle m'a donné le montant. J'ai payé en liquide sur le champ, sans faire d'histoire. Chloé s'est réveillée au moment où l'infirmière partait et m'a regardé avec une expression que je n'ai pas su lire au début. Puis j'ai compris que c'était de la stupéfaction. Le genre de stupéfaction de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on fasse quelque chose pour lui sans rien demander en retour. « Vous n'étiez pas obligé », a-t-elle dit. « Je sais. » Alors pourquoi vous l'avez fait? Encore cette question. Pourquoi? J'ai été aussi honnête que la première fois. Je ne sais pas encore vraiment, mais je ne le regrette pas. Elle m'a regardé, puis a tourné le visage vers la fenêtre. J'ai vu son menton trembler une fois, une seule, avant qu'elle ne se reprenne. Je n'ai rien dit. Parfois, la chose la plus gentille à faire est de laisser quelqu'un ressentir ses émotions sans transformer le moment en conversation. En fin d'après-midi, quand la lumière a pris cette teinte orange et rouge que les causses savent si bien produire, Chloé m'en a dit un peu plus. Pas tout, mais un peu. Sa mère s'appelait Sylvie, une femme dure, pragmatique, qui avait élevé Chloé seule après le départ de son père quand elle avait 7 ans. Elle n'était pas méchante, a dit Chloé avec cette justice lasse d'une fille qui a passé trop de temps à essayer de comprendre sa mère. Elle était pragmatique. Elle voyait le monde en termes de dettes et de solutions, et parfois les solutions qu'elle trouvait ne prenaient pas en compte le fait que les gens ne sont pas des pièces interchangeables. Le père du bébé s'appelait Richard. 38 ans, un propriétaire d'une entreprise de transport local, un homme qui avait de l'argent pour quelqu'un qui n'en a pas. Ils étaient restés ensemble pendant près d'1 an, a-t-elle dit, et je n'ai pas demandé comment cette période s'était passée, car la façon dont elle a résumé leur relation en une seule phrase m'en a dit assez. Il ne m'a jamais demandé ce que je voulais. L'accord. J'ai fini par le comprendre par fragments, concernait l'enfant.
Sylvie et Richard s'étaient mis d'accord, sans consulter Chloé, que le bébé serait remis après la naissance en échange d'une somme qui réglerait les dettes de la maison. Il y avait un document qu'elle n'avait jamais vu. Une décision prise sur sa vie comme si elle était la propriété de quelqu'un d'autre. Quand elle l'a découvert, Chloé a pris ce qu'elle avait et elle est partie. « Tu avais combien ?» ai-je demandé. « Une 50aine d'euros et les vêtements que je portais. » J'ai laissé le silence s'installer un moment avant de dire quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à dire qui ait du sens après ça. 50 euros et les vêtements sur son dos et 8 mois de grossesse au bord de l'A75 à 2 heures du matin par 13 degrés. « Tu as été courageuse, » ai-je dit. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose dans une autre langue. Non, j'étais désespéré, c'est différent. Parfois, ça ne l'est pas, ai-je dit. Elle n'a pas répondu, mais quelque chose dans son expression a légèrement changé, comme une tension qui se relâche d'1 millimètre. Pas beaucoup, juste assez. Je suis parti cette nuit-là en promettant de revenir le lendemain pour l'aider à s'installer au foyer. J'ai dormi dans la couchette de ma cabine sur le parking de l'hôpital, le froid s'infiltrant par les fentes, en regardant le plafond un long moment avant de trouver le sommeil. J'ai pensé à Inès, à ce qu'elle avait quand elle m'a quitté. 22 ans, un appartement chez une amie, un premier emploi, bien plus que 50 euros. Mais le poids de faire le premier pas seul devait être similaire. Le lendemain, de bonne heure, je suis revenu. Chloé était déjà assise sur le lit, rangeant le peu qu'elle avait dans un sac en plastique que l'infirmière lui avait trouvé. Elle m'a regardé entrer avec cette expression directe que j'apprenais à reconnaître, sans détour, sans fioriture, franche. « Vous êtes vraiment revenu ?» a-t-elle dit. J'avais dit que je reviendrais. Tout le monde dit ça. Je n'ai pas répondu à ça, car il n'y avait pas de réponse qui ne sonne pas comme une promesse en l'air de plus. J'ai pris son sac et j'ai fait un geste vers la porte. Elle est descendue du lit avec cette précaution lourde d'une femme enceinte de presque 9 mois. Elle est passée devant moi et s'est arrêtée une seconde sur le seuil. « Henri. »« Oui, merci. » Une pause. Vraiment. Ce n'était pas un merci de politesse. C'était le genre qui vient d'un endroit plus profond, où les mots coûtent plus cher. J'ai hoché la tête et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de quoi, parce qu'elle en avait besoin. Et parfois, la meilleure chose à faire est de laisser quelqu'un donner ce qu'il a envie de donner. Nous sommes sortis à la lumière du jour, elle devant avec son ventre énorme et le sac dans mon bras, et le soleil de l'Aveyron frappait avec cette force de la province qui ne demande pas la permission. Je ne savais pas encore ce qui commençait. Je savais seulement que cette journée avait un poids différent. Quand je suis remonté dans mon camion après l'avoir laissé au foyer avec la directrice, Sonia, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux qui en ont beaucoup vu, j'ai quitté Millau avec le sentiment d'y avoir laissé quelque chose. Non pas oublié, non pas perdu, mais gardé, comme si la ville avait conservé une partie de moi que je devrais revenir chercher. 3 jours plus tard, j'étais toujours à Millau. Ce n'était pas le plan. Le plan était de livrer ma cargaison à Montpellier, de trouver un autre chargement pour le retour, de maintenir la routine comme elle avait toujours fonctionné. Mais le contrat que j'avais avec la coopérative agricole exigeait l'exclusivité du trajet, et les retards que j'avais accumulés les jours précédents ont été l'argument dont ils avaient besoin pour mettre fin à notre accord. Le dispatcher m'a appelé par un après-midi chaud, d'une voix sèche de celui qui annonce les mauvaises nouvelles sans cérémonie, et j'ai écouté la sentence à l'extérieur du foyer, assis sur le trottoir avec le soleil qui tapait sur ma nuque. J'avais perdu le contrat. Je suis resté à regarder la rue un moment après avoir raccroché. Un corneau a traversé devant moi avec cette indifférence souveraine qu'ont les chiens errants de province. Comme si le monde leur appartenait et que nous n'étions que de passage. J'ai ri tout seul, sans raison. Parfois, le rire surgit exactement là où il ne devrait pas, parce que le corps ne peut plus rien contenir d'autre. J'avais perdu le contrat. Pas grave. Ce n'était pas la première fois que la route me faisait payer quelque chose, et ce ne serait probablement pas la dernière. Je suis entré dans le foyer. L'endroit s'appelait le foyer L'Espérance, un nom qui, à l'intérieur, sonnait comme une description juste.
C'était une vieille bâtisse, avec de hauts plafonds et des murs épais qui gardaient la fraîcheur même dans la chaleur du sud, gérée par la directrice Sonia avec cette fermeté tranquille de celle qui s'occupe de beaucoup de monde, sans perdre la capacité de voir chaque personne comme un individu. L'ambiance était celle d'un lieu qui mélange tension et routine, où le quotidien et les crises coexistent sans chichi. Chloé était dans la chambre qu'elle partageait avec une femme plus âgée, assise sur son lit avec un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait manifestement pas. Elle m'a regardé entrer avec son expression directe, mais il y avait quelque chose de différent en elle cet après-midi-là. Une inquiétude contenue, comme quand on garde une mauvaise nouvelle pour soi sans avoir encore décidé si on va la partager. « Il s'est passé quelque chose ?» ai-je demandé. Elle a fermé le livre. « Ma mère est venue ce matin. » Je suis resté immobile. Qu'est-ce qu'elle voulait? Discuter. Chloé a prononcé le mot avec des guillemets invisibles. Elle veut que je revienne. Et tu en as envie? Elle m'a regardé comme si la question était plus compliquée qu'elle n'en avait l'air. Et elle l'était. Je l'ai compris une seconde plus tard. Parce que vouloir ou ne pas vouloir retourner chez sa mère, quand on n'a nulle part ailleurs où aller, est une question qui ne se résout pas par un simple oui ou non. Elle a dit que l'accord avec Richard était annulé, a dit Chloé, qu'il avait renoncé, que je pouvais rentrer et garder le bébé. Tu la crois? Longue pause. Je ne sais pas. Je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre. Dehors, un petit enfant courait dans la cour intérieure du foyer, poursuivi par rien de particulier, avec cette joie sans motif que les enfants ont et que les adultes perdent sans vraiment savoir quand. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à y retourner? Elle est restée silencieuse, puis de la peur. Peur de quoi? D'y croire, d'y aller, et de découvrir que rien n'a changé. Il n'y avait rien à répondre à ça. Alors je n'ai rien répondu. Je suis resté assis à côté d'elle dans le silence de l'après-midi, avec le bruit lointain de l'enfant dehors et le ventilateur de plafond qui tournait lentement, et j'ai laissé la question en suspens. Les jours suivants, j'ai continué à passer. J'apportais quelque chose quand je pouvais. Un fruit, un encas, le journal qu'elle ne demandait pas mais qu'elle feuilletait quand je le laissais. J'ai pris 2 petits chargements, de Millau à Rodez et retour, juste assez pour ne pas rester à l'arrêt et pour justifier mes passages. Sonia m'observait avec cette discrétion de celle qui en sait plus qu'elle n'en dit. Un jour, elle m'a interpellé dans le couloir pour me parler de cette voix basse qu'elle utilisait quand le sujet était sérieux. « Vous savez que vous ne pouvez pas rester ici, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Ce n'était pas une question. Je sais, mais vous continuez à venir. » Je continue. Elle m'a regardé un instant avec ses yeux qui ont vu tant d'histoires. Pourquoi vous souciez-vous d'elle? J'ai réfléchi avant de répondre, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Sonia a soupesé ma réponse. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, Henri. C'est vrai, ai-je concédé, mais c'est elle qui est apparue devant moi. Sonia est restée silencieuse une seconde, puis a hoché légèrement la tête, comme quelqu'un qui enregistre une information et l'archive pour plus tard. Elle est retournée de son côté du couloir et moi du mien. Le bébé est né un mardi. Je l'ai appris par SMS, un message court de Sonia elle-même qui m'avait demandé mon numéro la semaine précédente sans expliquer pourquoi. Le message disait juste « Elle est née, une fille, toutes les 2 vont bien ». J'étais à Rodez quand je l'ai lu. Arrêté à une station-service avec le pistolet de la pompe à la main, et je suis resté à fixer l'écran un moment sans pouvoir faire autre chose. Je suis arrivé à Millau ce soir-là. Chloé était à la maternité avec la petite dans les bras. La lumière était de celle des hôpitaux, sans heurts, et l'odeur était un mélange d'antiseptique et de quelque chose que je ne saurais nommer, mais qui n'existe que là où la vie commence. Je suis entré avec précaution. Elle était réveillée. La petite était minuscule, comme le sont les nouveau-nés, avec ce visage encore tout fripé et les yeux fermés avec la concentration sérieuse de quelqu'un qui s'habitue à l'existence. Chloé la tenait à 2 mains.
les bras en berceau, avec une fermeté qui contrastait avec son visage épuisé. « Salut !» ai-je dit. « Salut !» Elle a levé les yeux. Il y avait quelque chose en eux que je n'avais pas vu auparavant. Pas de la joie, exactement. Quelque chose de plus sérieux que la joie, de plus lourd et de plus solide à la fois, comme quelqu'un qui vient de comprendre une chose qui ne pouvait être comprise que de cette manière. « Comment va-t-elle » ? 3 kilos 200. Parfaite, a dit Chloé, et le mot est sorti avec une conviction qui a clos le sujet. Et toi ? Fatigué, mais ça va. Je suis resté debout à côté du lit, ne sachant pas trop quoi faire de mes mains, ce qui est exactement le problème de ceux qui n'ont pas l'habitude de se trouver dans ce genre d'endroit. Chloé l'a remarqué. « Vous pouvez vous asseoir », a-t-elle dit. Je me suis assis sur le bord du lit avec précaution. La petite a fait un petit bruit, un son qui n'était pas tout à fait un pleur, mais qui était quelque chose. Et Chloé a ajusté son bras avec un mouvement qui semblait déjà instinctif. « Tu as pensé à un prénom ?» ai-je demandé. « J'y ai pensé. » Une pause. « Arlette. » Arlette. Un prénom qu'on n'entendait pas beaucoup, ancien d'une manière qui n'était pas démodée. D'où ça vient ? De ma grand-mère. Du côté de mon père. Elle a regardé la petite. Je ne l'ai jamais connue. Mon père est parti tôt, mais ma mère m'a montré une photo une fois et m'a dit son nom, et ce nom m'est resté dans la tête. Je n'ai rien dit. Il y avait quelque chose de beau et de triste à la fois là-dedans, dans cette chaîne invisible qui se transmet de génération en génération à travers les prénoms, portant en elle des gens qui ne se sont jamais rencontrés. C'est cette nuit-là, alors que j'étais assis là, que mon portable a vibré dans ma poche. Je l'ai pris sans réfléchir. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai immédiatement reconnu avec cette certitude que le corps a avant que le cerveau ne confirme. C'était Richard. Le message était bref. Il disait qu'il était au courant que Chloé était à Millau, qu'il y avait un document légal signé, qu'il espérait que les parties honoreraient l'accord. La dernière phrase était celle qui est restée le plus longtemps à l'écran. Mieux vaut régler ça en paix. J'ai rangé le portable dans ma poche sans répondre. J'ai regardé Chloé, qui contemplait Arlette avec cette concentration totale de jeune mère qui exclut tout le reste. Je ne lui ai pas dit cette nuit-là. Elle venait d'accoucher. Il y avait le temps. Mais le temps, je l'ai appris il y a longtemps, est souvent plus court que ce qu'on prévoit. 2 jours plus tard, alors que Chloé était encore à la maternité, Sylvie est apparue, sans colère, sans esclandre, avec un calme qui était plus difficile à gérer que n'importe quel cri. Elle est entrée dans la chambre avec un panier de fruits et un visage composé, a salué l'infirmière poliment, a regardé sa petite fille dans les bras de sa fille avec un sourire qui semblait assez vrai pour semer le doute. J'étais assis sur la chaise dans le coin quand elle est arrivée. Elle m'a vu, m'a jaugé en 2 secondes avec ses yeux habitués à calculer et a choisi de m'ignorer avec la précision de quelqu'un qui sait que l'ignorance peut être plus efficace que la confrontation. « Chloé » a-t-elle dit, et sa voix était douce. « Mon Dieu, comme elle est belle !» Chloé l'a regardée avec cette méfiance que je connaissais, la méfiance de celle qui veut croire, mais sait qu'elle ne devrait pas. « Maman, je peux la prendre ?» Une pause. « Oui. » Sylvie a pris Arlette avec la compétence de celle qui a déjà élevé un enfant et l'a regardée avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, si elle était authentique ou calculée, ou les deux à la fois. Je suis resté silencieux dans mon coin. J'observais. Avant de partir, Sylvie est passée devant moi près de la porte. Elle s'est arrêtée une seconde, sans me regarder directement. « Vous êtes un homme bon », a-t-elle dit à voix basse. « Mais la bonté des étrangers a ses limites. » Elle est partie sans attendre de réponse. Je suis resté avec cette phrase en tête le reste de la journée. Pas parce qu'elle m'avait blessé, mais parce qu'il y avait en elle une vérité que je ne pouvais pas nier complètement. J'étais un étranger. J'étais entré dans cette vie par un accident de la route, et ce que je faisais là, jour après jour, n'avait pas de nom que je connaisse. Je savais seulement que ce n'était pas mal.
et qu'Arlette existait maintenant, avec ses 3 kilos de sang et le nom d'une grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, et que ce fait changeait les choses d'une manière que je ne pouvais pas encore mesurer avec précision, mais que j'allais mesurer, avec le temps qu'il me restait. La procédure a commencé comme ces choses-là commencent souvent, lentement, bureaucratiquement, avec un poids qui s'accumule dans les papiers et non dans le bruit. L'avocat s'appelait Évariste, beau-frère d'un vieux routier nommé Édouard. J'ai appelé Édouard avec ce sentiment de celui qui est sur le point de faire quelque chose qui va lui coûter cher en fierté. J'avais passé ma vie à me débrouiller seul. Demander de l'aide du genre qui impliquait d'admettre que je ne savais pas quoi faire était un territoire que je ne maîtrisais pas. Mais j'ai appelé. Édouard m'a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, il est resté silencieux une seconde. Tu t'es mis dans un sacré pétrin, Henri. Je sais, mais il y a une solution. Laisse-moi appeler Évariste. Évariste a accepté l'affaire pro bono en échange d'un peu de publicité dans le milieu des routiers. C'était un homme sec et précis dans ses paroles. Le contrat signé par Sylvie était contestable sur plusieurs points. Mais contester prendrait du temps, et le temps était ce que Chloé n'avait pas en abondance. Pendant que la procédure suivait son cours, Milo restait Milo. Une chaleur à fendre les pierres en octobre, une poussière fine qui s'infiltre partout, l'odeur de la garrigue sèche qui ressemble à un combustible naturel. J'ai réorganisé mes tournées de sorte que la ville n'était plus un détour, mais une étape obligatoire. Et cette réorganisation m'a coûté de l'argent et du temps, 2 ressources que j'ai toujours eues en quantité limitée et que j'ai appris à gérer avec l'économie de celui qui n'a pas de marge d'erreur. Chloé était dans le petit appartement que Sonia avait aidé à trouver, dans un quartier aux rues en terre, où les maisons sont modestes, mais où les fenêtres ont toujours une plante. Elle travaillait à mi-temps dans une pharmacie et emmenait Arlette avec elle, parce que le propriétaire, M. Dario, disait qu'un bébé calme ne dérange personne, et Arlette était exactement de ce genre. Je passais quand j'étais en ville. Je frappais à la fenêtre, je prenais un café, je restais un moment à écouter Arlette faire les bruits que font les bébés de quelques mois, et je reprenais la route. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était constant. Et la constance est ce dont sont faites les choses qui durent. C'est un de ces jours, un après-midi de novembre, avec le soleil encore chaud à 5 heures, que Chloé m'a raconté ce que Sylvie avait fait lors de sa visite au foyer des semaines auparavant. Elle était assise sur le banc de la fenêtre, avec Arlette endormie sur ses genoux, et elle a parlé de cette voix plate qu'elle utilisait pour les choses difficiles, sans inflexion, comme si la platitude de sa voix pouvait rendre le contenu plus supportable. Elle a dit que vous étiez intéressé par moi, de la manière dont un homme est intéressé. Je suis resté silencieux. Qu'un routier ne fait rien gratuitement, que vous alliez vouloir quelque chose en échange. Le silence entre nous s'est épaissi un instant. Dehors, une moto est passée lentement dans la rue, en terre, soulevant un fin nuage de poussière qui a disparu aussi vite qu'il était apparu. « Et tu l'as cru ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé, droit dans les yeux, avec ce regard sans détour qui était sa marque de fabrique. Pendant un moment, j'ai eu un doute. Et maintenant, je n'en ai plus. Une pause. Sonia m'a parlé des notes de la pharmacie que vous avez payées, sans rien dire à personne. Je n'ai rien dit. Il s'agissait de 2 factures, des médicaments pour Arlette une semaine où Chloé était à court d'argent, et j'avais demandé à M. Dario de ne pas en parler. Pas parce que je voulais jouer les héros anonymes, parce que ce n'était pas la peine d'en parler. « Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ?» a-t-elle demandé. « Parce que ce n'était pas la peine. » Elle m'a regardé pendant un moment avec cette expression que j'avais appris à lire, celle de quelqu'un qui traite une information qui ne correspond pas au modèle du monde qu'elle a été obligée de construire pour se protéger. « Vous êtes différent, » a-t-elle dit enfin, pas comme un compliment, comme une constatation. « Je suis juste un homme fatigué qui essaie de faire quelque chose de bien, » ai-je dit. « Il n'y a pas grand-chose de plus. » Elle a secoué la tête légèrement,
Arlette a bougé sur ses genoux sans se réveiller, et nous sommes restés un moment dans ce silence qui n'était plus inconfortable, et qui n'avait pas encore de nom, mais qui était apaisant. La procédure a connu le revirement qu'Évariste avait envisagé comme possible, mais pas garanti. Ils ont découvert des incohérences dans le contrat signé par Sylvie, des dates qui ne correspondaient pas, une clause qui contrevenait directement à la législation en vigueur sur les droits de la mère biologique. Richard, informé par son avocat que la bataille était perdue d'avance, a pris la décision d'un homme d'affaires, il a retiré sa plainte. Pas par bonté, parce que le scandale public nuisait à son entreprise de transport et un homme d'affaires calcule le coût de chaque chose. Chloé a appris la nouvelle un après-midi de décembre, Arlette sur les genoux et les yeux secs, et cette fois-ci, les yeux secs n'étaient pas ceux de quelqu'un qui a épuisé toutes ses larmes. C'étaient ceux de quelqu'un qui est de l'autre côté d'une épreuve et qui vérifie encore si c'est bien réel. « C'est fini ?» a-t-elle demandé à Évariste au téléphone que je lui avais prêté. « Pour l'instant », a-t-il dit avec cette précision d'avocat qui ne garantit jamais ce qu'il ne peut garantir. S'il veut réessayer par une autre voie, nous devrons voir. Mais pour l'instant, oui, mais elle a raccroché. Elle est restée à regarder Arlette. « Arlette » a-t-elle dit tout bas, comme si elle essayait le nom dans une nouvelle version du monde. Je suis resté debout de l'autre côté de la petite pièce, ne sachant que dire, un état dans lequel je me trouve plus souvent que je ne le voudrais, mais que j'ai appris à respecter. Parfois, il n'y a rien à dire. Parfois, le silence est la seule réponse qui ne gâche pas le moment. Sylvie est apparue quelques jours plus tard, sans prévenir comme toujours, mais différemment de toutes les autres fois. Elle a sonné, a attendu. Quand Chloé a ouvert la porte, elle avait les mains jointes devant elle, sans sac, sans cadeau, sans le visage composé des visites précédentes. Elle avait des cernes profonds et une expression que je ne peux décrire que comme le visage de quelqu'un qui a enfin cessé de retenir quelque chose de lourd et qui ne sait pas encore quoi faire de ses mains vides. J'étais assis dans la cuisine et j'ai tout entendu sans le vouloir, parce que l'appartement était petit et les murs fins et aucune des deux n'a parlé à voix basse. Sylvie a dit que les dettes avaient atteint leurs limites, que sans l'accord avec Richard, elle ne savait pas comment elle allait payer, qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait parce qu'elle ne voyait pas d'autre issue et qu'une issue n'était pas une excuse, elle le savait, mais c'était ce qu'elle avait. Chloé a écouté sans l'interrompre. Puis elle est restée silencieuse pendant un temps qui a semblé long pour les 3 personnes dans ce petit appartement. « Tu aurais pu me le demander », a-t-elle dit enfin, d'une voix calme, sans cri, sans larmes. « J'aurais pu essayer de t'aider à trouver une autre solution, mais tu ne m'as pas demandé. » Sylvie n'a pas répondu tout de suite. Quand elle a parlé, sa voix était différente, et plus petite, comme si elle avait rétréci en même temps qu'elle. « Je sais, il n'y a pas eu d'étreinte, pas de réconciliation de film. Il y a eu Chloé qui a ouvert la porte un peu plus grand en disant que sa mère pouvait entrer voir Arlette pendant une demi-heure. Il y a eu Sylvie qui est entrée avec cette précaution de quelqu'un qui ne veut pas briser quelque chose de fragile. Il y a eu Arlette dans les bras de sa grand-mère pendant quelques minutes, avec cette indifférence sereine de bébé qui ne connaît pas encore le poids des histoires qu'il porte. Et il y a eu moi, qui suis sorti par la porte de derrière pour leur laisser de l'espace, parce qu'il se passait là des choses qui n'avaient pas besoin de témoins. Je suis allé jusqu'au camion garé dans la rue en contrebas. Je me suis assis sur le marchepied, les mains entre les genoux. Le soleil de décembre me tapant sur la nuque, avec cette force généreuse et excessive qu'a le soleil du sud. Et j'ai regardé la rue en terre, et les maisons modestes, avec des plantes aux fenêtres, et un enfant qui passait à vélo, la langue tirée par la concentration. J'ai pris mon portable. J'ai ouvert la conversation avec Inès, qui avait quelques-uns de mes messages sans réponse accumulée au cours des derniers mois. Des messages courts, sans reproche, du genre que j'envoyais sans exiger de retour, parce que j'ai appris qu'exiger un retour de quelqu'un qui a besoin de distance est le moyen le plus efficace de garantir que la distance perdure. J'ai tapé, je suis à Millau, je pense à toi, pas besoin de répondre. Envoyer,
J'ai rangé le portable. 3 jours plus tard, un matin où j'étais déjà de retour sur la route avec un chargement pour Lyon, le portable a sonné sur son support au tableau de bord. C'était Inès. J'ai répondu avec la main qui ne tenait pas le volant, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait pour un homme de 54 ans, et j'ai entendu la voix de ma fille à l'autre bout du fil. Une voix qui était devenue plus grave que dans mon souvenir, plus ferme, plus adulte, et qui a dit une chose d'une simplicité apparente. « Salut, papa. Ça va ?» Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation. C'était la première brique de quelque chose qui mettrait encore un an à ressembler à la paix. Mais c'était réel, et le réel, c'était suffisant. « Ça va », ai-je dit, et ma voix s'est un peu brisée, pas assez pour qu'elle le commente, mais assez pour que je le sente. « Ça va, Inès ?» La route s'étendait devant moi, ce couloir d'asphalte et de ciel ouvert que je connais comme les lignes de ma main. Et le soleil frappait le pare-brise avec cette lumière blanche de la France profonde qui ne demande pas la permission et ne fait pas dans la demi-mesure, et je conduisais avec cette chose dans la poitrine que Chloé m'avait dit un jour, ressentir elle aussi, en regardant Arlette, cette chose qui n'a pas de nom exact mais qui ne fait plus mal comme avant. Ce n'était pas le bonheur au sens facile du terme. C'était autre chose. C'était le poids juste des choses justes. Ce poids qu'on ne reconnaît que lorsqu'on a porté le mauvais poids pendant trop longtemps. La route continuait. Elle continue toujours. Mais moi, je continuais différemment à l'intérieur d'elle. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets de vous apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en lui donnant une note de 0 à 10 et merci beaucoup.